comment est-ce qu'on peut être en relation avec un animal de manière intuitive? Eh bien, je dois dire que c'est quelque chose qui paraît un petit peu mystérieux. Souvent, les gens me disent « Oh, mais vous avez de l'intuition, vous devez avoir un don ». Ça n'est pas un don, hein, je le dis et je le redis. C'est quelque chose qu'on peut apprendre. Bien sûr, certaines personnes ont un don naturellement et vont le conserver, et tant mieux pour elles. Mais si on n'a pas la chance d'avoir ce don, on peut quand même apprendre et devenir tout à fait efficace dans cette communication qui peut servir à des tas de choses. On verra ça un peu plus tard. Alors, comment faire? Eh bien, d'abord, se dire que nous avons une capacité de base. Parfois, il nous arrive de penser à quelqu'un et puis dans la minute, la personne vous appelle au téléphone. Hein, ou il vous arrive peut-être d'avoir des rêves prémonitoires. Ou il vous arriverait peut-être je ne sais pas, de trouver une solution à un problème comme ça, sans réfléchir, hop, la solution vient. Donc, ça, c'est de l'intuition. Et cette intuition, c'est quelque chose qui est en nous. Nous sommes construits avec. Mais ce qui se passe souvent quand on a une intuition, c'est qu'on en doute. On se dit, oui, est-ce que j'ai raison? Ou alors, bon, c'était peut-être le hasard. Et du coup, on ne l'utilise pas parce qu'on ne sait pas trop quoi en faire. Hein. Ou alors, je sais que certains hommes me disent de leur femme, ma femme est une sorcière, elle a de l'intuition. Bon, alors il n'y a pas besoin d'être une sorcière pour ça, je vous rassure tout de suite. Et les hommes aussi peuvent avoir de l'intuition, il n'y a pas de problème. Donc l'intuition, ça se développe d'abord parce qu'on est en relation proche avec autrui. Hein. On va avoir une personne qui va nous téléphoner, on va savoir que c'est elle qui appelle parce que c'est quelqu'un qui est dans notre périmètre relationnel assez souvent. Hein. Quelqu'un qu'on aime, même si ce n'est pas quelqu'un avec qui on parle très souvent au téléphone. Donc il y a un lien qui s'est construit, un lien psychique, et à ce moment-là, eh bien, cette personne, on va être informé quand elle nous appelle. Même si vous n'avez pas reconnu votre intuition au moment où elle vous a guidé, eh bien c'est un phénomène du même ordre qui vous a permis peut-être de freiner une milliseconde à quoi d'avoir un gamin qui déboulait avec un ballon devant vous, devant votre voiture. Il y a un espèce de système comme ça qui nous accompagne et dont on est plus ou moins conscient. Je vais vous proposer un tout petit exercice. Demandez-vous tout simplement, comme ça, sans réfléchir, dans quel état psychologique est votre animal en ce moment? En ce moment, au moment précis. Est-ce qu'il est calme? Est-ce qu'il est inquiet de votre absence, si vous êtes dans la salle? Est-ce qu'il est énervé, en train de jouer avec un autre peut-être? Est-ce qu'il est en train de faire une bêtise peut-être? Donc voilà, demandez-vous ça. Dans quel état psychique il est en ce moment? Qu'est-ce qu'il est en train de faire? Voilà, il est en ce moment 20h35. Tout à l'heure, en rentrant, si vous avez quelqu'un à la maison, eh bien, vous allez lui demander qu'est-ce qu'il faisait, le chien, à 8h30, est-ce que tu as remarqué quelque chose? Voilà, merci beaucoup. Vous pouvez ouvrir les yeux. Et je vous propose de le dire à votre voisin ou à votre voisine. Qu'est-ce que vous avez perçu? Qui a l'impression d'avoir eu de l'information parce que vous savez ce que fait votre chien d'habitude? Hein? Levez la main si l'information que vous avez eue, c'est parce qu'il fait tout le temps ça alors qu'il dort, ou bien alors qu'il regarde la télé avec son maître. Voilà, donc la moitié des gens, merci beaucoup, ont l'impression que cette information, elle vient parce que c'est une habitude, donc c'est toujours comme ça. Ok. Et si ce soir c'était différent? Comment faire la différence, justement? Comment savoir si ce soir il est en train de faire comme d'habitude votre animal, ou si ce soir, peut-être justement, de manière inhabituelle, il est ailleurs? Eh bien, la communication intuitive est vraiment destinée à s'occuper de cette question. Comment savoir si c'est vraiment, quand j'ai fermé les yeux, quand j'ai pensé à mon animal, si c'est vraiment dans cet état qu'il était? Et
communication qui est très importante. Non pas pour connaître l'emploi du temps de son animal minute après minute, mais pour savoir si on peut faire confiance à ce qui nous vient comme ça quand on ferme les yeux, à ce qu'on croit. J'imagine que c'est peut-être pour ça que vous pensez ne pas avoir d'intuition, ceux qui n'ont pas levé la main tout à l'heure, ou bien peut-être que c'est pour ça que vous n'utilisez pas votre intuition, ceux qui ont levé la main, parce que vous ne savez pas ce que ça vaut. Et en fait, qu'est-ce qu'on fait quand on ne sait pas ce que vaut une information? Eh bien, on s'efforce déjà d'être dans le meilleur état possible, la meilleure disponibilité pour capter l'information. Ça, c'est la moindre des choses. On se met le plus en vigilance possible. Et puis ensuite, on va voir si c'était ça. Donc, en rentrant chez vous, pensez bien à vérifier s'il y avait quelqu'un à la maison, de demander qu'est-ce que votre animal faisait entre 8h30 et 8h35 ce soir. Donc ça, c'est une chose qui est extrêmement importante. Comment je sais si c'était vrai? Avec la communication intuitive, on ne se contente pas de fermer les yeux et de sortir une réponse de n'importe où. Il y a un processus que nous faisons quand nous sommes dans le mécanisme de l'intuition, mais que nous faisons souvent de manière inconsciente. Et ce processus, il se fait en 3 étapes. La première étape, qui est extrêmement importante, c'est de savoir se relaxer. Savoir se relaxer. C'est pas évident. On a des vies trépidantes, on est toujours occupé, sollicité à droite à gauche. Pour être en relation avec un animal, c'est extrêmement important d'être posé, détendu. Sinon, eh bien, ça ne marche pas. Pourquoi? Tout simplement parce qu'on va être stressant pour un animal, ou alors ça va marcher, mais beaucoup moins bien. Alors évidemment, quand on est en train de vouloir y arriver à tout prix, ou quand on est en train de stresser parce qu'on se dit ouais, je ne sais pas si je vais y arriver, je me demande comment ça va marcher, eh bien, on ne peut pas se calmer. Donc se calmer, c'est vraiment lâcher prise. Alors tout ça, c'est des grands mots, mais c'est une pratique aussi et on peut y arriver. Ça, c'est donc la première étape pour arriver à être dans une relation intuitive, dans une relation psychique de communication avec un animal. Alors, je vais vous proposer justement cet exercice d'essayer de faire le vide dans votre tête, d'essayer de faire du calme dans votre tête. Et j'imagine que peut-être vous êtes en train de penser à ce que vous allez faire en rentrant, ou bien vous êtes peut-être assis dans un endroit qui ne vous convient pas, etc. Donc je vous propose un moment vraiment pour vous calmer. Donc vous pouvez, les yeux ouverts ou les yeux fermés, rentrer dans cet espace psychique où vous allez être vraiment détendu, disponible, attentif à tout ce qu'il y a dans votre monde intérieur. Déjà, est-ce que vous avez, si vous fermez les yeux, une couleur derrière les paupières? Est-ce que ça bouge les yeux ou pas, à l'intérieur, derrière les paupières? Comment est votre respiration? Est-ce que vous sentez que votre respiration est posée, détendue? Ou est-ce qu'au contraire, c'est un peu rapide, un peu tendu? Commencez de se détendre là un moment, de se poser sur sa chaise, de se dire bon ben voilà, pendant quelques instants, je ne fais rien. Dans quelques instants, je ne pense à rien. Pendant quelques instants, je ralentis. Un peu comme quand on s'endort, mais s'endormir. Est-ce que je peux me maintenir dans cet état intérieur sans penser à rien, en étant juste
juste avec le vide dans sa tête. Juste quelques instants comme ça. Le principe, c'est un état qui est bien agréable quand on arrive à s'y installer. Un peu l'état du dimanche matin sous la couette. Et donc, je vous invite à rester le plus longtemps possible. Encore quelques minutes, une minute. À ne penser à rien et s'endormir. Eh bien, imaginez-vous que vos animaux, dans leur journée, ils sont dans cet état. État de calme, état de tranquillité. Même quand ils sont actifs, leur cerveau fonctionne comme ça, tranquillement. Sauf évidemment, s'ils entrent dans le stress, auquel cas ils vont commencer à accélérer et à avoir eux aussi le pouls qui bat plus vite et le corps qui commence à se tendre. Et je vous invite maintenant à revenir vers votre état tranquillement, progressivement à votre rythme, l'état de réveil. Et nous, quand nous sommes réveillés, ça part dans tous les sens. Les pensées, les actions, les émotions, les mouvements. Voilà. Est-ce que vous avez senti cette différence entre je me détends et puis je suis dans l'activité? Ça paraît très simple, mais à faire en vrai, c'est pas évident. Surtout quand on veut maintenir cet état pendant assez longtemps. Donc ça, c'est la première clé. La deuxième clé, c'est de se connaître suffisamment pour pouvoir se centrer. Alors se centrer, c'est quoi? C'est pouvoir organiser son énergie vitale de façon à ne pas être à côté de ses pompes. Parce que ce qui se passe pour nous les êtres humains, dans notre vie quotidienne, eh bien, c'est que nous sommes très souvent un peu à côté de nos pompes. On est pris par une émotion, on est fatigué, donc on a une énergie qui est basse, on n'a pas tellement de réactivité. On passe à côté des choses, on ne se rend pas compte qu'il y avait ceci ou cela dans notre environnement qui était important. Et donc, rester centré, arriver à bien garder son attention sur quelque chose. Et ce quelque chose, c'est l'énergie du cœur. Alors, il ne s'agit pas de l'énergie du cœur au sens émotionnel, au sens affectif. Il s'agit vraiment d'un travail énergétique sur soi, un petit peu comme le font les gens qui font du qigong, des arts martiaux, etc. C'est un travail qui permet de garder son énergie dans un lieu, le lieu du cœur, qui est un lieu adapté à l'échange avec les autres. Donc ce centrage est un peu technique, et ça on peut l'apprendre dans d'autres approches que dans la communication intuitive. Mais si on ne l'a pas appris par ailleurs, c'est nécessaire de pouvoir le pratiquer pour pouvoir bien réussir ses communications. Parce que le centrage, c'est ce qui précède la capacité d'avoir des intuitions. Nous sommes tous capables d'avoir des intuitions si nous arrivons à rester centrés suffisamment longtemps. Et dans la vie quotidienne, eh bien voilà, on est envahi par une émotion, on a mal aux pieds tout d'un coup, ou alors on a une pensée qui nous traverse et puis on n'est plus présent à ce qui se passe. Et ça, c'est un exercice qui est plus difficile. Donc, on ne va pas l'essayer ce soir parce que ça demande une préparation. Et puis, la troisième condition, qui est une condition qu'on pourrait mettre en œuvre aussi dans toute notre vie relationnelle avec les êtres humains aussi. La troisième condition, c'est de pouvoir avoir des objectifs clairs. Quand on communique avec les autres, bien souvent, eh bien, on va être un petit peu imprécis. Ou alors, on ne va pas dire exactement ce qu'on pense. On ne va pas donner l'information qu'il faudrait pour recevoir
les renseignements qui nous intéressent. Ou alors on ne va pas mettre les codes qu'il faut. On peut dire à quelqu'un dans la rue quelle heure il est. La personne, elle va être un petit peu saisie et elle ne va pas forcément nous répondre. Il faudrait dire bonjour, excusez-moi, est-ce que vous pouvez me donner l'heure? Et à ce moment-là, il y a les codes. Ce sont des codes relationnels qui fonctionnent quand on les utilise. Évidemment, ça va dépendre un peu des contextes. Mais quand les codes sont là, eh bien, la communication va être fluide. La personne sait qu'on s'adresse à elle, qu'on ne lui veut pas de mal et qu'on lui demande l'heure. Et puis, en principe, quand la personne vous répond, on lui dit merci, au revoir. Ça ferme l'échange. Donc, dans la communication avec les animaux aussi, il faut utiliser un certain nombre de codes. Et ces codes peuvent s'apprendre aussi. Et puis, savoir ce qu'on veut faire. Est-ce qu'on veut lui demander un renseignement à ce cheval, par exemple, pourquoi tu fais plus tes voltes à droite? Ou est-ce qu'on veut lui dire, écoute, j'ai besoin que tu fasses la volte à tel endroit et que ça revienne comme ça? Et à ce moment-là, on lui donne un message, on lui donne une information. Il y a des cavaliers de concours, de saut par exemple, qui vont avant expliquer à leur cheval le parcours qu'il faut faire, surtout si c'est des endroits un peu nouveaux, etc. Le cheval peut avoir son attention distraite. Et donc, ils vont lui expliquer le parcours qu'il faut faire avec la communication intuitive, de façon à ce que le cheval puisse ensuite savoir ce qu'il en est et pas être surpris, ne pas avoir que la guidance du cavalier dans l'instant. Donc, ce sont des choses qui sont très intéressantes à faire en communication avant de les faire en vrai. On peut aussi, par exemple, expliquer à un petit chiot qui vient d'arriver dans une maison que ça serait vraiment apprécié s'il faisait pipi sur le papier journal et pas ailleurs. Alors, il ne va pas forcément le faire à chaque fois parce qu'il va être en train de jouer, il ne va plus s'en rappeler, ou bien parce qu'il aura la flemme d'aller jusqu'au papier journal, ou parce qu'il y aura le chat devant et qu'il aura peur. Il y aura plein de raisons pour lesquelles peut-être il ne le fera pas. Mais en attendant, la plupart du temps, quand les animaux ont compris ce qu'on espère d'eux et qu'ils sont récompensés de l'avoir fait, évidemment, ça n'empêche pas de rester avec les interactions classiques de récompense ou de demande verbale si on veut par exemple un rappel, etc. Mais quand les animaux ont compris ce qu'on attend d'eux, bien souvent ils sont d'accord de le donner. Et à ce moment-là, ça facilite beaucoup les apprentissages comme la propreté, etc. Voilà, donc 3 clés. Et je vous invite aussi maintenant à un nouvel exercice. Vous voyez, il faut travailler ce soir, mais vous pouvez le faire tout à fait tranquillement. Si votre animal pouvait parler, qu'est-ce que vous lui diriez? Ou plutôt, si vous pouviez parler avec votre animal, puisqu'ils se parlent entre eux à leur façon. Donc, si vous pouviez parler avec votre animal, qu'est-ce que vous lui demanderiez ou qu'est-ce que vous lui diriez? Pour les cavaliers en herbe qui sont là ce soir, la question serait: est-ce que tu m'aimes, vos chevaux? Et oui, c'est une question qu'on se pose aussi en tant qu'adulte et on n'arrive pas toujours à être aussi direct. Donc, très bien, bonne question. On peut aussi leur dire qu'on les aime. Est-ce qu'il est heureux? Est-ce que tu as assez de temps avec moi, d'après toi? Oui. Comment est ta santé? Absolument. Une autre question qui peut être évaluée avec la communication intuitive, mais évidemment, là, je profite de cette question quand même pour faire un petit rappel. La communication intuitive ne permet pas de remplacer un diagnostic. Par contre, on peut obtenir des éléments qu'on appelle des éléments d'anamnèse, c'est-à-dire que l'animal peut raconter que quand il se couche sur le coude droit, ça lui fait plutôt mal, alors qu'à gauche ça fait pas mal, ou alors il peut dire voilà, j'aime pas manger telle chose parce que ça me donne des brûlures d'estomac, etc. Donc on va avoir des informations comme ça, mais ça ne nous dira pas s'il y a de l'arthrose dans le coude ou si cette brûlure d'estomac est liée à un ulcère. Donc attention, c'est pas la même chose. C'est pas à vous que je le dis, madame, c'est vraiment à tout le monde, parce qu'il ne faut pas croire que cet outil remplace un vétérinaire, de même que ça ne remplace pas l'éducation qui doit être vécue sur le terrain. Ça ne remplace pas évidemment le dressage d'un cheval non plus, si
ça serait trop beau. Mais par contre, ça peut lui expliquer ce qu'on attend de lui, ça peut faciliter les choses, ça peut faciliter la relation, et bien sûr, ça peut aussi aider le vétérinaire si vous arrivez avec des éléments qui sont un peu plus précis que ce que lui veut, ou complémentaires, parce qu'on peut avoir aussi des choses très précises, bien sûr, avec un examen clinique, mais complémentaires de ce que le vétérinaire pourra obtenir dans son examen. Oui, alors, très bonnes idées, encore. Mon chat me pince avec ses dents sans me mordre. Que signifie ce geste? Alors voilà, pourquoi est-ce que tu me pinces sans me mordre? Alors ça ne veut pas dire que je voudrais que tu me mordes, hein, mais pourquoi est-ce que tu me pinces? Évidemment, alors moi je n'ai pas la réponse, mais si on le demandait à ce chat avec la communication effective, eh bien, on pourrait savoir quelle est la source de son comportement. Est-ce que c'est parce qu'il s'amuse? Est-ce que c'est parce qu'il veut signaler quelque chose, par exemple, j'en ai assez, etc. Donc là, je ne connais pas la réponse, mais voilà, on peut avoir des questions très précises, comme celle-ci, par exemple. D'autres? Mon chien aboie comme un fou quand je le sors le soir pour son pipi. C'est très dérangeant pour les voisins. Mon chien aboie comme un fou quand je le sors le soir, et c'est très dérangeant pour les voisins, mais j'imagine, s'il réveille tout le voisinage à chaque fois, c'est pas très agréable. Donc, pourquoi aboies-tu quand je te sors le soir? C'est une question qui permettrait de comprendre un peu mieux la situation. Évidemment, après, d'adapter les comportements en fonction de ce qu'il nous expliquerait, ou bien on peut lui dire, quand tu sors le soir, j'ai vraiment besoin qu'on soit discret, j'ai besoin que tu te taises. Alors, les animaux peuvent comprendre certaines choses, on a vu tout à l'heure que certains les comprennent mais ne sont pas d'accord pour faire ce qu'on leur demande. Parfois, c'est très difficile pour eux d'accepter aussi nos critères. Donc, à nous ensuite, une fois qu'on a l'information, d'essayer d'adapter ce qui pourrait fonctionner pour arranger tout le monde. Avez-vous des questions, des choses que vous voudriez dire, des témoignages, des essais que vous avez faits? Qui a déjà essayé ici? Qu'est-ce qui s'est passé? Il y en a peut-être d'autres, là, plusieurs dans la salle. Qu'est-ce qui s'est passé depuis ces essais? Alors, moi, je suis venue en Médalon ici pour être formée par vous. Oui. Depuis, j'en ai fait pas mal. Au début, je ne faisais pas du tout mes animaux, je faisais que les animaux des autres. Oui. Parce que c'est très compliqué pour moi de faire la part des choses. Et maintenant, moi, j'arrive à faire les biens et j'arrive à avoir des réponses qui sont différentes de ce que je pensais avant de demander. Super. Donc, ça fait combien de temps? Ça fait 2 ans maintenant, cette formation? Non, ça va faire 1 an. Ça fait 1 an. Ouais. Donc voilà, on a ici une dame qui possède un centre équestre, donc elle a beaucoup de chevaux, je crois. 50. Une 50aine de chevaux. Voilà. Au début, elle a commencé, donc après sa formation, elle a commencé à communiquer avec les animaux des autres pour justement ne pas risquer de se mélanger entre ses croyances et puis l'information qu'elle recevait des animaux. Et puis petit à petit, ayant acquis la confiance, elle a maintenant la capacité de communiquer avec ses propres chevaux et même de comprendre qu'il y a des informations qui ne sont pas ce qu'elle aurait cru au départ. Les chevaux n'ont pas toujours, effectivement, le même avis que nous sur un certain nombre de choses. Et puis, ça n'est pas que les chevaux, c'est toutes sortes d'animaux qui sont comme ça. Oui. Merci beaucoup. Est-ce que quelqu'un d'autre veut nous parler de ces essais? Oui. Je n'ai pas fait de stage. Oui. J'ai juste fait des petits exercices à la maison et je me suis rendu compte qu'il y avait des choses qui fonctionnaient le matin quand je commençais à me réveiller. J'envoyais les images à mon chien qui était dans une autre pièce, comme quoi je le caressais et qu'il avait le droit d'être à côté du lit. Et du coup, il ouvrait la porte de la chambre, il me regardait et il me laissait caresser, jusqu'au jour où un matin il en a eu marre, à mon avis, que je l'interpelle. Il a ouvert la porte de la chambre, il a soufflé, un air de dire « tu me laisses dormir un petit peu ». Et il est reparti. Effectivement, quand on est dans un état psychique favorable, donc la détente, c'est ce qui vient d'être dit par plusieurs personnes, eh bien, les animaux réagissent à notre pensée, d'autant plus évidemment qu'on va leur proposer quelque chose de sympa. Et puis au bout d'un moment, effectivement, ils peuvent décider de ne pas réagir. Merci de ce partage. Pourquoi avons-nous plus de mal à communiquer avec nos animaux qu'avec des animaux inconnus?
Alors, il y a une réponse très très simple à cette question. Effectivement, c'est une difficulté qui est courante. Et bien justement parce que nous les connaissons. C'est-à-dire que nous avons tendance à penser qu'on connaît déjà la réponse. Donc notre croyance va interférer avec l'information qui viendrait de l'animal d'une façon complètement neutre. Alors que si on ne les connaît pas, il y a 360 degrés d'inconnu, et à ce moment-là, l'information de l'animal peut se placer beaucoup plus facilement dans notre conscience. Elle n'interfère pas avec des choses que nous savons déjà, ou croyons savoir. Oui, alors donc l'histoire d'un cheval qui s'est fait agresser il y a 2 ans, qui s'est fait agresser apparemment sévèrement. La propriétaire a suivi un stage pour apprendre la communication intuitive et essayer de savoir où la communication animale, qui est le terme générique, pour essayer de savoir ce que son cheval vivait aujourd'hui. Est-ce qu'il a des séquelles? Peut-être c'est ça la question qu'elle se pose, mais elle ne sait pas si elle a raison. Alors, comment savoir si on a raison quand on a une information en communication intuitive? Comment vérifier une information comme celle-là? Je suppose que la question qui a été posée pour ce cheval, c'est est-ce que tu penses encore à cet accident ou à cette agression? Comment tu te sens aujourd'hui quand tu y repenses? Enfin voilà, peut-être il faudrait que cette personne nous précise quelles sont les questions qu'elle se pose par rapport à cette agression précisément. Eh bien, on peut par exemple proposer un soin de kinésiologie à ce cheval, et avec cet objectif thérapeutique. La kinésiologie est une approche thérapeutique qui utilise le test musculaire, donc une manière d'objectiver la réaction de l'animal. Ce sont des réactions musculaires, des réactions réflexes. Et donc là, bien, si l'animal montre à travers le test kinésiologique qu'il y a encore, par exemple, de la peur, ou bien une souffrance physique, enfin quelque chose qui serait un reste de cette expérience difficile, même si on ne peut pas le constater par le comportement extérieur, ça serait une manière de vérifier. Pour clore cette soirée, je voudrais vous encourager à essayer ces 3 petits éléments-là. Donc encore une fois, la relaxation. Si vous êtes en relation avec des animaux, vous obtiendrez beaucoup plus d'informations et vous serez beaucoup plus à l'aise dans la relation si vous êtes relaxé quand vous êtes avec eux. Deuxième chose, essayez d'apprendre à vous centrer. Il y a des tas de manières de le faire, donc voilà, je vous laisse choisir ce qui peut vous intéresser. Il y a des conseils en ligne, il y a des cours que vous pouvez prendre, etc. Et puis troisième chose, définissez des objectifs clairs. Qu'est-ce que je veux vraiment vivre avec mon animal? Et vous allez voir qu'avec tout ça, en observant vos animaux, en observant aussi comment vous fonctionnez avec eux, eh bien vous allez vous ouvrir des portes et que ça va devenir quelque chose de complètement, peut-être de complètement magique, ou en tout cas de complètement riche et merveilleux. Voilà, c'est ce que je vous souhaite à tous.